premier semestre 1917, tous les peuples européens sont las de la guerre. Tous les peuples sont épuisés. Depuis 3 ans, on poursuit la guerre. Depuis 3 ans, on multiplie les efforts. Et finalement, pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces morts? En 1916, malgré son échec devant Verdun, l'Allemagne a pu résister à toutes les offensives alliées. Mais sa position au centre de l'Europe, cernée à terre et sur mer, avec un allié ottoman faible et éloigné, devient de jour en jour plus précaire et la contraint à obtenir rapidement une victoire sous peine d'être totalement ruinée et affamée. En effet, chaque jour, le front intérieur, celui des populations et des productions de guerre, devient plus important. Du côté des alliés franco-britanniques, c'est aussi une course contre la montre. Il leur faut tenir jusqu'à l'asphyxie de l'ennemi et surtout jusqu'à l'entrée en guerre, toujours hypothétique, des Américains. En ce début de 1917, les soldats comme les civils ont de plus en plus de mal à croire à une issue prochaine des combats et à imaginer la victoire. Le sentiment que les hommes sont sacrifiés est très réel et très précoce. À partir de 1915, les fantassins s'appellent entre eux les pauvres couillons du front. Et les soldats font leur devoir, mais savent très bien qu'ils sont promis à une mort quasi certaine. Le 1er juillet 1916 est le jour où l'armée britannique perd le plus d'hommes. Selon les estimations qui seront données dès le début, 35 000 hommes dans la journée. Finalement, on arrive à un total de 45 000. On a pour chaque année des fiches de calcul pour savoir quels sont les déchets, donc les hommes qui ne pourront plus jamais se battre, et quels sont les hommes qui pourront encore être renvoyés au front. Je crois que pour 1916, on a quelque chose comme 300 000 déchets. Donc les états-majors sont au courant. En 1917, est-ce qu'on est encore prêt à sacrifier beaucoup de monde? Non, ce n'est pas possible, puisqu'en fait, il y a déjà une crise des effectifs qui est chronique, mais qui ne concerne pas seulement que la France, qui concerne quasiment toutes les armées engagées. Plus que jamais, tous les coups sont permis pour étrangler l'adversaire. Et c'est maintenant aux sources d'approvisionnement, vitales aux économies de guerre, que les belligérants s'attaquent sans répit. Les États-Unis, les pays nordiques neutres, l'Amérique du Sud étant les principaux fournisseurs de l'Allemagne, les Britanniques et les Français renforcent leur blocus maritime et réduisent les importations allemandes de plus de 50%. Pour y répondre, l'état-major impérial allemand se lance dans une guerre sous-marine et corsaire à outrance, n'épargnant aucun bâtiment en naviguant en Méditerranée, sur l'Atlantique, en mer du Nord et même bien au-delà, dans le Pacifique. À terme, cette guerre sans limite sur les océans menace d'asphyxier l'Allemagne et les Austro-Hongrois, mais plus encore, elle met à mal le commerce américain. Pour les Alliés, le contrôle des mers constitue désormais un des premiers enjeux du conflit. Pour l'Allemagne, le choc de la guerre est vraiment extrêmement rude, parce que le blocus continental les isole complètement, et pour une économie qui est vraiment tournée vers le monde, je crois qu'il n'y a pas d'économie plus extravertie que l'économie allemande en 1913, la rupture est extrêmement forte.
Fondamentalement, cette économie de la Triplice, elle est réduite à peu de choses, d'où d'ailleurs l'invention des ersatz, le choix de trouver sur ses propres forces de quoi compenser les importations de caoutchouc, par exemple, ou d'autres produits stratégiques. Dès l'hiver 1917, la situation économique est catastrophique en Autriche-Hongrie. Et cela s'accentue au mois de janvier 1918. On manque cruellement de houille, qui est alors la source principale d'énergie et qui alimente toute l'industrie chimique. Jusqu'ici, la houille était principalement importée d'Allemagne, mais celle-ci a maintenant besoin de cette précieuse ressource pour elle-même. Parallèlement, on a beaucoup de mal à se procurer les matières premières nécessaires à la production de munitions. Le cuivre, par exemple, devient très rare. Mais le cuir et les textiles manquent aussi. Dès 1918, on commence à utiliser des ersatz de textiles. Les uniformes, par exemple, sont partiellement fabriqués avec de la fibre d'ortie. Le carton remplace le cuir. On voit même parfois des chaussures en papier, parce que les matières premières nécessaires ne sont plus disponibles. Dans le même temps, on assiste à une grave crise alimentaire. La ration quotidienne d'un soldat, mais aussi celle d'un ouvrier, qui peut travailler jusqu'à 12 heures par jour, est réduite à 360 grammes de pain. Et ce n'est pas suffisant pour survivre. Évidemment, c'est démoralisant. D'autant plus que le nombre de victimes augmente à l'intérieur du pays. On estime que le blocus, mais aussi les maladies et la malnutrition, ont fait près de 700 000 morts au sein de la population civile allemande. La dureté de la guerre, la durée de la guerre et l'obligation de nourrir des armées de plus en plus importantes, alors que, puisque les hommes sont aux armées, il y a moins de paysans, donc il y a une production qui a baissé, oblige progressivement à mettre en place des systèmes de rationnement économique et des systèmes de rationnement alimentaire. Ce sera vrai dans tous les pays, il y aura du rationnement au Canada aussi. Il y a ce phénomène de la société où les gens qui gaspillent trop, on les pointe du doigt. C'est tout ça qui s'installe au Canada. C'est une façon nouvelle et différente. Alors le Canada, sur le point de vue social, va être transformé. À ça, vous avez les hausses salariales, vous avez les grèves, et vous avez dans certains secteurs des mouvements ouvriers. À l'intérieur du pays, la pression de la guerre et les perturbations économiques et sociales commencent à se faire ressentir. Comme chez tous les belligérants, le climat social est tendu et on assiste à une recrudescence des grèves. Mais les gens ne manifestent pas pour protester contre la guerre. Ils manifestent surtout parce qu'ils veulent de meilleures conditions de vie. Dans tous les pays belligérants, la guerre a eu un impact déterminant sur les relations entre les classes dirigeantes et les couches inférieures de la société. Pourquoi? Tout simplement parce que cette guerre, et tout le monde le voyait, ne pouvait pas être menée sans l'aide de la population tout entière. Et c'était une source d'inquiétude, parce que les gouvernements, la noblesse, les entrepreneurs devaient à présent expliquer au peuple comment, après l'avoir utilisé, parce qu'après tout c'était le peuple qui était envoyé sur le front, qui travaillait dans les usines ou dans les champs, comment ils comptaient répondre à ces revendications parfaitement légitimes. Les armées ont également le moral qui baisse, parce qu'on ne voit pas venir la victoire. Ça ne veut pas dire
que les soldats français, comme leurs camarades britanniques, ou comme leurs camarades allemands, ou comme leurs camarades austro-hongrois, sont prêts de se révolter, sont prêts de mettre bas les armes. Simplement, ils souhaitent donner un dernier effort pour enfin obtenir la victoire. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce qu'on va appeler les mutineries, les refus d'obéissance, qui suivent l'échec de l'offensive dite offensive Nivelle, dite offensive du chemin des Dames. Cette offensive sur le chemin des Dames, qui restera comme un des pires moments de la Grande Guerre, a été lancée au début de 1917 par Nivelle, le nouveau commandant en chef français. Mais au même moment, les Allemands ont choisi de raccourcir leurs lignes pour en faciliter la défense et ont reculé de plusieurs dizaines de kilomètres pour s'enterrer sur des positions préparées à l'avance et souvent bétonnées. À l'aube du 16 avril, sur un glacis dénudé et détrempé par la neige et la pluie, 180 000 fantassins montent à l'assaut. Bien abrités, les Allemands ont pu résister au formidable matraquage de l'artillerie française et leurs canons et mitrailleuses fauchent par milliers les fantassins à découvert. Malgré des pertes terribles, 174 000 hommes hors de combat, dont 30 000 tués pour quelques kilomètres de terrain conquis, et contrairement à ses promesses, Nivelle s'acharne à renouveler les attaques. Début mai, les premiers signes de découragement puis d'insubordination apparaissent parmi les combattants, dont beaucoup s'étaient courageusement jetés dans les combats, croyant enfin à une offensive décisive. Le 8 mai, devant l'ampleur des mutineries au sein de nombreux régiments, le commandement se décide finalement à suspendre les opérations, puis à remplacer Nivelle par le général Pétain. Prenant des mesures rapides et concrètes, relève des premières lignes, permission, ravitaillement, meilleur cantonnement, celui-ci parvient à ramener le calme. Cependant, 3500 condamnations seront prononcées et 554 soldats condamnés à mort, dont 49 exécutés. C'est ce qu'on a pu appeler une grève des tranchées. On reste dans la tranchée et on refuse de prendre l'offensive pour rien. Il y a quelques cas d'influence révolutionnaire, de mouvements plus séditieux, de refus, effectivement, de mutinerie, mais ce sont des cas qu'on compte sur les doigts d'une main. La guerre de 14, c'est une guerre qui est faite par des civils qu'on a habillés en militaires. Il ne faut jamais oublier cet élément. Les guerres du 19e siècle, ce sont des guerres de militaires. Ce sont des guerres globalement de professionnels ou de semi-professionnels qui font des services très longs et qui finissent par devenir, bon gré mal gré, des professionnels, avec l'exception de la guerre de 70, mais qui est très courte. La guerre de 14, c'est une guerre, c'est la guerre des civils. Et ces civils en uniforme comprennent de moins en moins ces civils qui les gouvernent et ces militaires qui les commandent. À des degrés divers, aucune armée n'est épargnée par ces mouvements de révolte. Dans plusieurs d'entre elles, en particulier parmi celles de formation multiethnique, un phénomène de désertion massive se propage. Dans les rangs austro-hongrois, russes et plus encore turcs, des centaines de milliers d'hommes préfèrent se rendre ou désertent. Après les défaites de 1917, il y avait un taux assez élevé de l'insoumission et de la désertion, non seulement parmi les soldats ou les officiers ottomans originaires des minorités chrétiennes ou musulmanes de l'Empire, mais aussi au sein des soldats turcs et des officiers turcs. C'était la démoralisation de l'armée. Et selon les témoignages de l'époque, entre 300 et 500 000 soldats ottomans avaient déserté l'armée impériale au cours de toute la Grande Guerre. Sur le front russe, les offensives menées par le général Broussilov au printemps et à l'été 1916 ont certes connu quelques succès,
mais elles ont coûté plus de 500 000 hommes aux armées tsaristes. Le mythe de la Russie, inépuisable réservoir de soldats, est oublié depuis longtemps et l'état-major ne parvient pas à combler ses pertes. Les désertions, les refus d'obéir se multiplient, tandis qu'à l'arrière, dans les usines d'armement, les arsenaux ou dans les ports, les grèves paralysent de plus en plus le fonctionnement du pays. Cette guerre, la Russie la perd, c'est-à-dire la Russie la continue, mais en même temps, la Russie n'a aucune vision comment devenir victorieuse dans cette guerre. C'est-à-dire, je pense que le tsar, comme commandant en chef, se banalise dans les yeux des soldats. Et la fatigue dans laquelle se trouve déjà la Russie est associée quand même à l'impuissance du tsar, parce que même lui, il ne peut pas changer la situation. L'armée russe avait déjà perdu plus de 5 millions de combattants. C'est-à-dire, ils sont mis hors de combat. Ce sont des pertes énormes qui pèsent lourdement dans cette société qui ne comprend pas tout à fait le but de la guerre, mais qui voit, et cette armée qui voit l'inutilité de certaines opérations, certaines offensives, qui payaient très cher avec le sang des soldats. En janvier et en février 1917, à Petrograd, la capitale, des manifestations extrêmement violentes sont réprimées dans le sang. Finalement, les troupes se rallient aux insurgés. Définitivement discrédité, le tsar Nicolas II abdique le 2 mars, en nourrissant l'illusion que sa décision permettra encore de sauver la monarchie. Les gouvernements provisoires se succèdent, impuissants à résoudre les immenses difficultés qu'affronte la Russie. En sous-main, le parti bolchevique canalise et instrumentalise la colère populaire. En effet, la détermination de tous les gouvernements provisoires à poursuivre la guerre offre un formidable prétexte à Lénine pour se démarquer d'eux et des autres partis démocrates ou révolutionnaires. En octobre 1917, sa volonté répétée de sortir du conflit à tout prix lui permet enfin de s'emparer, sans difficulté, du pouvoir. Lénine, finalement, en avril, quand il arrive, est le seul à dire « je veux la paix ». Il comprend, lui, au moment où ils arrivent au pouvoir, qu'il est fondamental de résoudre la question de la guerre et de la paix, et que c'est là-dessus que se joue le futur et la légitimité de son pouvoir. Certains ont parlé d'un bolchevisme des tranchées dans la période qui précède octobre 1917. Effectivement, le programme des bolcheviks, c'est-à-dire la terre et la paix, est un programme qui rencontre les aspirations des paysans soldats qui sont mobilisés dans l'armée tsariste. L'immense majorité des soldats de l'armée sont des paysans, et leurs objectifs, c'est le partage de la terre, récupérer la terre des grands propriétaires. Donc il y a cet objectif-là qui est porté par les bolcheviks, et puis l'objectif d'arrêter la guerre. Jouant toujours d'un front sur l'autre, bénéficiant du ralentissement des offensives franco-britanniques et de l'effondrement de l'armée impériale russe, Allemands et Austro-Hongrois peuvent s'en prendre au fragile front italien. Fin octobre, début novembre 1917, ils enfoncent les troupes du général Cadorna à Caporetto avant d'être finalement arrêtés sur le fleuve Piave, 100 km plus au sud. Avec 300 000 prisonniers et près de 100 000 déserteurs, les Italiens sont proches de l'effondrement. Seule l'intervention in extremis des Alliés les sauve d'un désastre total.
En Italie, on assiste à une guerre de siège sur l'intégralité du front occidental, et ce jusqu'à fin octobre 1917, au moment où a lieu la défaite de Caporetto, marquée par une véritable dislocation des troupes. En quelques jours, au moins 300 000 soldats italiens sont faits prisonniers à défaut d'avoir reçu les bons ordres. Le seul ordre qui tienne alors est un sauve-qui-peut général. À ce moment-là, l'Italie est réellement sur le point de capituler. Quelques interventionnistes vont même jusqu'à se suicider par désespoir. Mussolini lui-même traverse une phase dépressive en croyant avoir échoué dans sa mission après avoir cru en la nature des Italiens. Un peuple qui venait précisément de prouver qu'il ne méritait pas d'entrer dans l'histoire. Les Italiens envisagent d'abord un repli partiel jusqu'à la Dige, mais certains jugent qu'il faut reculer jusqu'au Pô. En fin de compte, un accord est trouvé avec l'établissement de la ligne de front sur le Piave. Et là, un petit miracle se produit. Comme c'était arrivé en d'autres occasions, des troupes alliées accourent pour renforcer le front italien. Une formidable ligne de défense se met en place sur le Piave. Il arrive parfois que les Austro-Hongrois et les Allemands réussissent à franchir le fleuve, mais c'est toujours pour de très courtes périodes, car ils sont presque instantanément repoussés. C'est ainsi que le fleuve Piave deviendra l'un des lieux sacrés de la mémoire collective nationale et bien entendu du fascisme, juste après la fin de la guerre. Cependant, la poursuite des opérations n'empêche pas des hommes de bonne volonté de tenter de rétablir la paix. Le pape Benoît XV, le nouveau souverain autrichien Charles Ier, qui a succédé au vieil empereur François-Joseph décédé en novembre 1916, de nombreux autres émissaires mènent des négociations plus ou moins secrètes pour tenter d'amener les belligérants à des pourparlers de paix. Mais la manipulation des dépêches, la communication des clauses confidentielles, la personnalité des interlocuteurs sont autant de prétextes pour dénoncer les manœuvres de l'adversaire. Les tentatives de paix, les tentatives de faire jouer la diplomatie durant la Première Guerre mondiale, elles sont dues à des mouvements transnationaux. C'est le manifeste de Zimmerwald, c'est le mouvement socialiste. Elles sont dues également à des figures dont on a pensé qu'elles pouvaient être au-dessus de la mêlée. Voilà. Le pape, le prince de Saxe-Bourbon-Parme, mais les gouvernements sont lancés trop loin dans leur but de guerre pour écouter ces appels à la paix. Benoît XV, dès le 8 septembre 1914, dès sa désignation comme pape, fait des offres de paix. Il récidive, puisque en 1917, il va faire une proposition de paix en 5 points, comprenant la liberté des mers, comprenant la libération de la Belgique, l'indépendance de la Belgique, etc., comprenant aussi un point important sur les désarmements au niveau mondial. Sa proposition de paix, d'une paix juste, comme il l'a appelée, cette proposition de paix va tomber également à plat. Les Italiens sont fâchés qu'il ne cite pas les terres irrédentes. Les Français sont fâchés qu'ils ne citent pas l'Alsace ou la Lorraine. Et les Allemands ne souhaitent pas se prononcer sur l'avenir de la Belgique. Donc cette proposition de paix de Benoît XV de 1917 n'est pas suivie d'effet. Toujours est-il que la papauté n'a pas cessé tout au long de la guerre de proposer ses services, de jouer les bons offices entre les belligérants, mais que ces belligérants ne voulaient sans doute pas entendre le pape à ce moment-là.
L'arrivée au pouvoir de Charles Ier a bien sûr un impact sur la situation politique et militaire en Autriche-Hongrie. Au sein de l'état-major, c'est le grand ménage. Il y a des généraux qui partent, d'autres qui arrivent, mais l'empereur Charles Ier est avant tout partisan de la paix. Il a vu la guerre de près, puisqu'il s'est battu sur le front. Et il sait que l'Autriche-Hongrie ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Il est le premier à essayer de mettre en place d'importantes initiatives pour la paix. Il y a eu la célèbre affaire Sixte. Il essaie d'amorcer des négociations de paix par l'intermédiaire des frères de son épouse, l'impératrice Zita de Bourbon-Parme. Mais il ne s'y prend pas très bien. Ses lettres sont interceptées et publié par les Français. Et malheureusement, ces courriers ne témoignent pas seulement de ses désirs de paix, mais ils révèlent aussi l'effondrement économique et militaire de la monarchie austro-hongroise. Alors évidemment, du côté du gouvernement et de l'état-major allemand, on commence à se méfier de Vienne. Les pays neutres, États-Unis et Suisse en particulier, ont également essayé de s'interposer. Mais là encore, leur conception de la neutralité les discrédite auprès des nations en guerre. Faire de la diplomatie comme neutre, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la guerre se termine ou ne pas la prolonger, voire la raccourcir, c'est toujours très délicat. Et en Suisse, comme on avait peu d'activités en politique étrangère jusqu'en 1914, on avait des diplomates que dans quelques capitales, Paris en particulier, Londres et Washington, mais la plupart du temps, c'était des industriels ou des gens de l'économie qui jouaient le rôle de diplomate. Il y a eu des maladresses. Le responsable du département des affaires étrangères, en 1916, a voulu, avec Wilson, tâter les deux camps pour savoir si on pouvait trouver une paix de compromis. Et ça a été très mal reçu par tous les camps. L'initiative de Wilson a d'ailleurs été un échec. Il n'avait pas compris que si les neutres peuvent servir à quelque chose, il faut que tous les camps soient d'accord avec une telle entreprise. La définition de neutralité que Wilson a utilisée garde aux États-Unis le droit de faire les commerces, de faire les échanges comme on veut. Il y aurait des autres définitions de neutralité qu'il pouvait suivre, mais pour lui, la chose la plus importante, c'est pour une grande puissance comme les États-Unis de garder tous ses droits entiers. Ce qui est assez ironique, c'est que même s'ils ne sont entrés en guerre qu'en 1917, les États-Unis ont été actifs dès le début. Ils ont d'une part financé et approvisionné les Alliés, et d'autre part, mais cela c'est moins connu, ils ont commercé avec l'Allemagne et ses alliés à travers les ports neutres d'Europe pendant les 3 premières années de la guerre. Les États-Unis ont lentement découvert leur intérêt stratégique. Pour les Américains, pendant la course de la guerre, l'océan Atlantique, les routes commerciales étaient très très importantes. Et une puissance comme l'Allemagne qui va changer les routes commerciales, qui va changer les systèmes commerciaux, un pays qui n'est pas démocrate, pas du tout. Pour les Américains, c'est quelque chose de difficile à définir. Et après la chute de la Russie, c'est plus facile pour Wilson de définir la guerre comme les démocraties contre les autocrates. Et pour Wilson, je crois que c'était très, très important pour lui. Il y a une chose que les États-Unis ne supportent pas, c'est qu'on porte atteinte à la liberté des mers. Et je crois que c'est assez connu de dire que le torpillage du Lusitania, c'est-à-dire ce paquebot qui, malgré la guerre, a continué, malgré la guerre sous-marine à outrance, à relier Liverpool à New York, un paquebot de la Cunard, donc de cette ligne de navigation qui symbolise tellement bien la globalisation d'avant 14, le torpillage du Lusitania le 14 mai 1915, c'est vraiment pour les États-Unis le signal d'alarme. C'est que finalement, cette liberté des mers
à laquelle un homme comme Wilson est tellement attaché. Cette liberté des mers est en danger. Et donc, vous voyez, avant même l'entrée en guerre et l'arrivée des premiers boys américains en 1918, on peut dire que l'Amérique est déjà en guerre du côté des puissances alliées. Le torpillage en 1915 du Lusitania, un paquebot anglais qui transportait des passagers américains, mais aussi du matériel militaire, est largement exploité par la propagande alliée. En Amérique, le nombre de plus en plus grand de bateaux coulés va amener le président Wilson à abandonner sa politique neutraliste et à convaincre ses concitoyens de sortir de leur isolement. Mais à la guerre sous-marine totale menée par les Allemands, s'ajoute un autre danger encore plus grand pour la finance américaine, la faillite bancaire des Alliés. À la fin de 1916, la Grande-Bretagne était presque entièrement dépendante des États-Unis sur le plan financier. Elle avait emprunté beaucoup d'argent aux banques américaines et celles-ci commençaient à en avoir assez. D'une part parce que la guerre s'éternisait et qu'elle durait beaucoup plus longtemps que prévu, mais aussi parce qu'on commençait à se dire que l'Entente n'allait pas gagner la guerre et que la Grande-Bretagne et par extension la France, la Russie et l'Italie n'allaient pas honorer leurs dettes. Alors, à la fin de l'année 1916, cela provoque des difficultés dans le financement de la guerre. Et c'est l'entrée en guerre des Américains au printemps 1917 qui met fin à cette crise. Dernier prétexte offert aux Américains, l'interception d'un télégramme envoyé par Zimmermann, le ministre allemand des Affaires étrangères, à son ambassadeur à Mexico, lui donnant pour instruction de proposer aux Mexicains une alliance contre les États-Unis. Déchiffré par les Britanniques et publié, le document lève les derniers obstacles américains et, le 6 avril 1917, le Congrès des États-Unis déclare la guerre à l'Allemagne. En juin 1917, les premiers soldats américains débarquent en France. En novembre 1918, ils seront près de 2 millions. En un peu plus d'un an, les États-Unis, qui n'avaient qu'une petite armée, ont été capables de mettre sur pied un véritable corps expéditionnaire. Les États-Unis avaient un grand problème de créer une armée de terre. Il n'y a pas de tradition de conscription aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de soldats, il n'y a pas d'officiers qui a commandé à ce niveau. À cause de Wilson, il n'y avait pas des observateurs américains en Europe. Donc les Américains n'ont pas su beaucoup de détails sur la guerre en Europe. Et pour les Américains, c'est quelque chose de très, très difficile pour penser comment est-ce qu'on va créer une armée de terre et comment est-ce qu'on va former les officiers, les sous-officiers, les soldats américains, des purs civils en soldats. À cette entrée en guerre qui consacre les États-Unis comme la première puissance mondiale, à l'autre bout du monde, répond la sortie du conflit des bolcheviks russes, totalement accaparés par la survie de leur révolution. Ainsi, c'est bien en imposant sa volonté d'arrêter la guerre, quel qu'en soit le prix, que Lénine a pu sauver et assurer son pouvoir. Lénine veut en finir avec la guerre et les Allemands, ils veulent aussi en finir avec la guerre à l'Est parce qu'ils comptent, voilà, ils comptent ces 44 divisions qu'ils vont bouger pour tuer la France en 1918, sont nécessaires. Donc Lénine, au moment où il prend le pouvoir, affirme avec ses décrets la nécessité de la paix et très vite ouvre, dès la fin du mois
d'octobre les négociations avec les Allemands à Brest-Litovsk. Mais il y a un facteur qui n'a pas été prévu par Lénine, c'est-à-dire la position de Trotsky. Trotsky, qui prend la tête de la délégation bolchevique, fait tout pour rompre les négociations parce qu'il a une conception différente qu'il appelle lui-même ni paix ni guerre. Trotsky va quitter les négociations de Brest-Litovsk en disant, en refusant d'accepter un ultimatum qui lui est proposé par les Allemands, en disant nous sortons de la guerre. C'est-à-dire, on arrête. On refuse de continuer le combat, on n'accepte pas votre ultimatum, on arrête. Et il s'en va. Et il s'en va, les Allemands lui disent, mais si vous vous en allez, c'est la fin de l'armistice, et nous, on est libre de repartir à l'offensive. Il dit, non, on arrête. Une paix sans annexion et contribution, nous, on ne veut pas continuer ces négociations. Les Allemands repartent à l'offensive très rapidement, s'enfoncent très en avant dans la Russie, la nouvelle Russie bolchevique, arrivent quasiment aux portes de Pétrograd, voient leurs exigences augmenter, et il y a un débat à l'intérieur de la direction bolchevique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Lénine reprend son idée, celle qu'il a depuis le début, il faut accepter n'importe quoi, il faut arrêter. Dit-il, pour faire une guerre révolutionnaire, il faut une armée, nous n'avons pas d'armée, ça ne sert à rien de continuer. Et ça aboutit à la signature, début mars 1918, du traité de Brest-Litovsk, dans des conditions extrêmement défavorables à la Russie, qui perd des zones importantes en termes de population, en termes de richesse économique, industrielle et agricole. C'est une paix qui est vraiment désastreuse pour la Russie, qui doit payer une contribution en or, qui perd l'Ukraine, qui perd la Finlande, les pays baltes, les provinces polonaises, et amputée d'une grande partie de son industrie d'avant 1914, 86% des mines de charbon, par exemple, restent en dehors de la Russie. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Mais la guerre est arrêtée. Voilà, c'est un moment important parce que ça va permettre de basculer d'une logique de la guerre contre l'Allemagne à une logique de construction d'une Russie soviétique. Et les Allemands soupirent eux aussi, soulagés, parce qu'ils peuvent finalement déplacer ces divisions, et nous connaissons les conséquences. Ce sont les offensives du printemps 1918 qui vont pratiquement menacer Paris pour la première fois vraiment sérieusement depuis 1914. Libérés du front russe après le traité signé à Brest-Litovsk en mars 1918, les Allemands jettent toutes leurs forces dans une série d'offensives contre les positions anglaises et françaises. Le temps leur est compté, car ils doivent absolument obtenir une victoire décisive et être en position de force pour négocier avant l'arrivée des troupes et du matériel américain. Par ailleurs, les pénuries causées par le blocus ne leur laissent que quelques semaines d'approvisionnement, sans compter la situation intérieure qui se dégrade de jour en jour. Le 15 juillet, après un nouvel assaut mené en Champagne, les divisions allemandes franchissent la Marne et menacent Paris de leur artillerie à longue portée. Pour les Allemands, l'année 1918 est marquée par l'offensive du printemps, l'opération Michael, qui a lieu au mois de mars. Après l'élimination de la Russie, on est assez confiant sur l'issue de la guerre.
Comme en 1914, lors du plan Schlieffen, on se dit qu'il doit encore être possible de frapper les Alliés de manière décisive, grâce à la nouvelle tactique des Sturmtruppen, ces troupes d'assaut, ces unités d'élite, entraînées spécialement pour s'emparer des premières lignes ennemies, et grâce également aux troupes qui ont été déplacées du front de l'Est sur le front de l'Ouest. Cependant, du côté des Alliés, même si l'offensive allemande a pris de court les états-majors, la situation est bien différente de celle de l'été 1914. Rigoureusement planifiée, l'industrie de guerre tourne à plein régime. Le haut commandement a appris à coordonner les actions des différentes armes sur le terrain. Les lignes françaises se sont organisées en profondeur. Les troupes, plus nombreuses, sont aussi plus largement motorisées et approvisionnées et, une fois absorbé le choc des attaques ennemies, elles peuvent très rapidement contre-attaquer. À ces éléments décisifs s'ajoute l'arrivée massive des contingents américains. À l'été 1918, la guerre de mouvement est de retour et cette fois, les Alliés la maîtrisent parfaitement. Le principe français, c'est d'avoir des unités que l'on renforce d'un seul coup avec tout un tas d'unités extrêmement mobiles, qu'on dope en quelque sorte avec tous ces moyens modernes, et donc on va plus vite qu'eux, tout simplement. Là où les Allemands mettent 1 mois pour monter une grande offensive, nous on monte une offensive d'armée en 2 semaines en moyenne. On monte en 1918 l'équivalent de 12 batailles de la Somme, pratiquement 12 offensives d'armée successives, comme ça, qui sont préparées en quelques jours. L'ordinateur de l'époque, c'est la machine à écrire. On espérait encore, dans un dernier effort, pouvoir aller jusqu'à Paris et remporter la victoire. Mais cela n'a pas été le cas. Au contraire, les troupes ne faisaient plus que reculer. L'opération Michael a été une véritable boucherie pour les troupes allemandes. Certes, elles ont gagné beaucoup de terrain, en tout cas par rapport à 1916 et 1917. Mais sur le plan opérationnel et stratégique, ces offensives ont échoué. Il devenait alors clair que l'Empire allemand n'était plus en capacité de prendre l'initiative. À l'automne 1918, l'armée allemande est au bord de l'abîme. Les soldats ont le moral en berne. Cela fait 4 ans qu'ils se battent, qu'ils subissent les privations, et ils n'ont plus qu'une envie, rentrer chez eux. Et les cas d'insubordination augmentent. Quant aux Austro-Hongrois, l'été 1918 les trouve eux aussi engagés dans une ultime bataille qu'ils savent déterminante contre les Italiens. Au mois de juin 1918, parce que la situation militaire et économique est catastrophique, et dans le but de soulager les opérations à l'ouest, le commandement suprême de l'armée austro-hongroise, poussé par les Allemands, décide de lancer une offensive sur le Piave. Cependant, fin juin, ils essuient une sanglante défaite sur le fleuve Piave et battent en retraite, laissant des dizaines de milliers d'hommes sur le terrain.
Donc, comme on l'a dit plus tôt, l'armée italienne parvient à résister sur le Piave jusqu'à ce qu'en octobre 1918, un an après la défaite de Caporetto, ait lieu la grande offensive de Vittorio Veneto. C'est cette offensive qui conduira à la signature de l'armistice avec l'Empire austro-hongrois le 3 novembre, puis à la paix le 4 novembre, une date devenue depuis fête nationale en Italie. L'Autriche a jeté ses ultimes ressources dans la bataille et cette fois, les Allemands n'ont pu la sauver. Cette dernière occasion perdue paraît sceller le destin de la guerre. Cette grande offensive en Vénétie, qui entre dans l'histoire sous le nom de la bataille de juin, échoue. Cette défaite a peu d'impact sur le plan militaire, mais elle a des conséquences catastrophiques sur le plan économique. D'autant plus qu'à la suite de cette bataille, les réserves austro-hongroises en munitions et en matériel sont presque épuisées. Ainsi, le second semestre de l'année 1918 est marqué par une pénurie de munitions et de pièces d'artillerie. En raison du blocus exercé par les Alliés, de nombreuses matières premières n'arrivent plus en Allemagne, des matières premières essentielles pour la conduite de la guerre. Les canons sont défectueux et leurs tirs deviennent imprécis. Et c'est le même problème pour les autres armes. On manque de tout. L'armée allemande, qui a de moins en moins de ressources et dont les effectifs ne peuvent plus être recomplétés par de jeunes conscrits, qui sont de moins en moins nombreux, est à bout de souffle. Elle peut difficilement déplacer son artillerie sur un champ de bataille qui est bouleversé, et elle connaît des problèmes logistiques. Ce qui fait que lorsque les Français lancent leur contre-offensive à la mi-juillet, l'offensive de Villers-Cotterêts, c'est un succès local au début, amplifié quelques jours plus tard, et qui se transforme en contre-offensive générale à partir du mois d'août. Au début de l'automne 1918, la situation est désespérée pour l'armée allemande. Elle n'a plus les moyens de mener une offensive. Ses alliés autrichiens, ottomans et bulgares sont au bord de la déroute, tandis que franco-britanniques, américains et italiens ne cessent de se renforcer et de contre-attaquer partout avec succès. Les armées britanniques avaient pénétré les défenses ottomanes, d'abord dans la Palestine et puis en Syrie. Et, dans la Mésopotamie, la 6e armée ottomane était en déroute. Bagdad était occupée par les armées britanniques. Et en fait, la population civile était aussi complètement démotivée et était contre la guerre. Alors, la capitulation de la Bulgarie était tout simplement le moment de décision pour les dirigeants ottomans pour demander un armistice des puissances de l'entente. Parce qu'avec l'effondrement du front macédonien, avec l'effondrement de l'armée bulgare et de la capitulation de la Bulgarie, la connexion entre les deux puissances centrales, entre les deux puissances germaniques de l'Europe et de l'Empire ottoman était complètement coupée.
Un autre élément nouveau dans cette guerre est le destin des centaines de milliers, voire des millions de prisonniers faits par chaque belligérant. La France, à elle seule, compte 600 000 hommes détenus dans les camps à travers toute l'Allemagne. Malgré quelques rares nouvelles transmises par le Comité international de la Croix-Rouge, le sort de ces captifs, plus ou moins bien traités selon les circonstances, inquiète gouvernement et famille. Le retour des soldats austro-hongrois qui avaient été faits prisonniers par l'armée russe a créé de nouveaux problèmes. Beaucoup d'entre eux avaient entendu parler de la révolution russe, de la chute du tsar, et trouvaient cette nouvelle particulièrement galvanisante. Peu à peu, ils rentraient chez eux et propageaient cette idée au sein de l'armée austro-hongroise. Pour les puissances centrales, le retour des centaines de milliers de prisonniers libérés des camps par les bolcheviks va constituer un facteur imprévu de désagrégation et de contagion révolutionnaire. Après les Bulgares, qui ont signé un armistice le 29 septembre 1918, puis les Ottomans le 30 octobre, c'est au tour des Austro-Hongrois d'accepter la fin des hostilités le 3 novembre. En Allemagne, devant le refus de l'empereur Guillaume II d'abdiquer, les manifestations révolutionnaires soulèvent le Reich. Des mutineries éclatent dans les ports de guerre. On assiste à une recrudescence des grèves. L'une des plus connues est celle des ouvriers qui travaillent dans les usines d'armement en janvier 1918. Au Reichstag, comme au sein de l'opinion publique, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la fin de cette guerre. La révolution russe de 1917, notamment la chute du tsar en février et la prise de pouvoir des bolcheviks en octobre, va donner une impulsion décisive. La paix sans annexion et contribution devient le leitmotiv des hommes politiques, et plus particulièrement de la gauche. Cela montre que les choses commencent à changer. La flotte de haute mer allemande refusait tout bonnement de quitter le port de Wilhelmshaven. Il y avait des mutineries sur les navires. Des comités se constituaient. On élisait des conseils d'ouvriers et de soldats. Le 4 novembre, des mutineries ont éclaté à Kiel. Elles se sont rapidement propagées dans tout l'Empire. Le 7 novembre, la monarchie bavaroise tombe, laissant place à la République des conseils de Bavière. Et le 9 novembre, la Prusse s'effondre elle aussi. À l'automne 1918, les trois crises, la crise militaire, la crise économique et la crise politique, atteignent leur paroxysme au sein de l'Empire allemand. Ce sont d'abord les militaires qui, les premiers, comprennent qu'il n'y a plus aucune chance de remporter cette guerre par les armes. Ils exhortent alors le gouvernement à entamer des négociations en vue d'un armistice. Le 9 novembre, le Kaiser abandonne son trône, tandis que l'état-major allemand poursuit les pourparlers en vue d'un armistice. Dès la fin du mois d'octobre 1918, autour de Foch, les principaux responsables militaires occidentaux réfléchissent aux conditions d'armistice qu'il faut imposer à l'Allemagne si elle accepte d'arrêter les hostilités. Ces conditions d'armistice sont transmises au gouvernement, mais doivent toujours en pratique avoir
l'aval du président Wilson, avec l'importance qu'ont pris les États-Unis au point de vue financier, budgétaire, matériel, matières premières et soldats, 2 millions de soldats américains en France, dont 1 million sur le front. C'est le président Wilson qui détient les clés, en fait, de la conclusion de la fin de la guerre. Pour Wilson, il a pensé que l'image américaine, que le sens américain, c'était le sens de l'avenir du monde et que tout le monde va approcher le sens américain. Je crois qu'il n'a pas bien compris le sens et l'esprit, la fatigue ici en Europe, mais il a pensé que les États-Unis peuvent réagir l'Europe avec les idées de démocratie, du capitalisme, de l'idéalisme. Je crois qu'il n'a pas compris la haine ici en Europe après 4 ans de guerre. Et quand il est arrivé ici en France, Clemenceau a désiré l'amener à la chambre de bataille et il a refusé. Et il a absolument refusé parce qu'il a dit « Je ne veux pas avoir la haine dans ma tête ». Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rotonde entre les Alliés et le gouvernement de la Nouvelle République allemande. En déclarant qu'il souhaitait une paix sans victoire, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, avait encouragé les plénipotentiaires allemands à négocier. Par ailleurs, son programme dit des 14 points était suffisamment large pour séduire tous les protagonistes. Il y envisageait, entre autres, le rejet de la diplomatie secrète, la liberté absolue de navigation sur les mers, le retrait de toutes les barrières économiques, la reconnaissance du principe des nationalités, la garantie d'un certain nombre de frontières, et enfin, le point qui lui tenait le plus à cœur, une association générale des nations visant à l'établissement d'une paix mondiale et durable. Mais la paix qu'il propose, largement inspirée des principes américains, entre idéalisme et pragmatisme économique, se transforme en un catalogue d'arrangements diplomatiques que chacun des belligérants interprète au mieux de ses intérêts. Le véritable résultat de la guerre, c'est d'abord le suicide de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus, en 1918, la puissance politique, financière, économique majeure du monde. Les États-Unis, eux, qui n'ont participé à la guerre qu'en 1917, de façon décisive certes, mais qui ont été les grands prêteurs, sont financièrement les numéros 1. Les Allemands sont endettés, ce n'est pas les seuls, les Britanniques et les Français aussi. Jamais plus nous ne retrouverons la place que nous avions en 1913. La guerre, commis d'Angleterre, chantez le joyeux Tipperary. La belle République, la grande Amérique, à son chant de victoire elle aussi. Tous ces soldats magnifiques viennent de lancer ce cri. Le plus joyeux refrain, c'est mon oncle Sam qui de l'Amérique. Le plus grand citoyen, c'est mon oncle Sam, il est sympathique. Plus grand républicain, c'est mon oncle Sam, vive la République. Chantons avec entrain, vive les Américains.